Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, Olivier Balbino est mon invité, responsable des programmes de la première radio corse RCFM, retour sur son parcours et ses passions. À votre écoute, coûte que coûte, Marie-Ange Philippe y reviendra sur cette émission parodique et culte diffusée sur France Inter en 2012. Didier de Giordano a décidé d'évoquer les grands moments à la radio, ceux qui font désormais partie de notre mémoire collective. Comment le cerveau social crée-t-il l'identité? Une question à laquelle tentera de répondre Inès Moratti en s'appuyant sur l'ouvrage de Self-Illusion de Bruce Hood. Et enfin, grand moment, nous irons dans le cerveau de Marie-Ange Philippe. Nous avons hâte. Bonsoir à tous, à mes côtés les chroniqueurs Inès Moratti, Didier de Giordano et Marie-Ange Philippe. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir Olivier Balbino, responsable des programmes de la première Radio Corse RCFM. Bonsoir. Bonsoir à tous. Olivier, merci d'avoir accepté cette invitation. Olivier, est-ce qu'il peut vous arriver parfois d'être de mauvaise foi? Alors, mon entourage vous dirait que oui, mais moi je crois pas. Il se trompe. Ouais. Forcément. Oui, ça m'arrive. Comme tout le monde, un petit peu, j'ai envie de dire. Hein. Comme Marie-Ange, Inès, très oui, souvent. non, j'imagine. Oui, non, mais ça peut m'arriver. Je vais vous appeler Didier, non? Olivier Balbino. Mais ça me dérange pas. Non, ça va bien, Didier, il y a un truc là. Olivier Balbino. Vous débutez, alors avant de faire de la radio, vous débutez comme DJ à Mourad, dont vous êtes originaire. Oui, c'était chez moi. Donc, vous passez vos premiers disques. C'est mon oncle qui avait une boîte, il n'y avait personne, il m'a dit viens mettre des disques. Donc c'est comme ça que ça a commencé, ça m'a plu. Et puis du coup, j'ai acheté un 45 tours par jour pendant des années. Voilà. Mais c'était en 89, je crois. Hein. J'étais tout jeune. Hein. Et vous imaginiez faire de la radio plus tard comme Non, comme même animateur? si ça a vite été ma passion quand même. J'ai vite eu envie de faire ça. Et puis finalement, il s'est trouvé que j'ai eu de la chance et que j'ai pu rentrer à la radio. Alors, de la chance et sans doute beaucoup de travail, puisque en 95... Vous alliez dire talent, je me suis dit... Non, tout de même, non, je n'irai pas jusque-là. Beaucoup de travail, je pense, pour en arriver rapidement à ce niveau. En 95, vous rejoignez Feu RCI. Alors, j'ai commencé par... D'abord, j'allais le mercredi après-midi travailler à Cap Radio Corsica, à l'époque. Le mercredi après-midi, parce que j'avais pas classe, donc j'allais enchaîner des disques. Après, j'ai fait FMC Radio, où je présentais les journaux, où je faisais un peu tout. Et puis après, RCI. RCI, c'était super parce que c'était une aventure magnifique, puisque quand on faisait par exemple les dédicaces, on répondait au téléphone, on allait chercher le disque, on remettait le disque, on appelait la personne qui nous avait appelé pour la dédicace et on lui parlait en même temps. Donc c'était quand même un bel exemple de travail de radio à l'époque. Et puis ensuite, j'ai été, pendant un an, j'ai commenté les matchs de foot, puisque je jouais parallèlement au foot. J'ai commenté les matchs de Ligue 1 du Sporting pendant une saison avec RCI et ça, c'était super. Puisqu'un an après, en 96, vous rejoignez RCFM. Ouais, après, j'ai été appelé par, à l'époque, Michel Codaccioni et Isabelle Béziers, parce que j'avais envoyé 10 ans avant une cassette que vous n'avez pas connue. Alors, nous avons la cassette. Didier, allez chercher la cassette. Bien sûr. Alors, 96, c'était donc... C'était à l'époque, la cassette. Vous restez 20 ans animateur RCFM. Oui, jusqu'en 96, 2016. 2016, oui. Alors, vous, on vous retrouve surtout sur des émissions musique et le sport, le foot notamment. Alors, au début j'ai un peu tout fait en fait. Puisqu'on nous disait quand on rentrait à la radio à l'époque, il faut savoir tout faire. Donc je suis passé par toutes les tranches d'animation. Le foot, oui, parce que c'était quand même ma passion première, parce que je jouais à l'époque. Enfin, je joue toujours. Ensuite, j'ai fait des émissions pour rien faire, comme vous tous. On essaie de trouver l'idée qui va nous permettre de rien faire. Donc j'avais trouvé quand même quelques idées pas mal. J'en ai déjà parlé, mais je me souviens d'une émission qui s'appelait Le Bar de la Plage, où pendant 2 ans, l'été, je partais sur la plage. Le titre est magnifique. Ouais, pendant 2 ans sur la plage, donc à faire une émission, on faisait du karaoké sur la plage. Hein, on allait chercher les gens. On faisait des jeux qui n'avaient et du live sur la plage. Alors j'ai réécouté une fois cette émission, c'était catastrophique. Mais c'était tellement bien, on s'est tellement amusé à la faire. On était 5 ou 6 à partir dans toute la Corse, donc c'était super, c'était pendant 2 ans. Puis après, il y a eu plein de choses, quoi. Est-ce que l'un de vos regrets, Olivier Balbino, n'est-il pas de ne pas avoir été footballeur professionnel? C'est pas un regret parce que j'avais pas le talent pour le devenir, donc c'était pas un regret. J'aurais voulu sur le. Parce que vous avez quand même joué en National 2 à l'époque, quelque chose comme ça. C'était la DECAS qui s'apparente aujourd'hui à la National 2, mais c'était
J'étais DJ en même temps, pratiquement. Donc, souvent, l'entraîneur, quand j'arrivais, me baissait les lunettes, il voyait bien qu'il y avait un problème. Mais j'aurais voulu, si on m'avait dit, fais-le chez toi, sans beaucoup travailler. Mais comme il fallait travailler, il fallait avoir beaucoup plus de talent que je n'avais. Donc, c'est pas un regret, c'est comme ça. Alors, vous possédez, Olivier Balbino, 8000 vinyles chez vous à la maison. Je suis un fou de vinyle. Moi, si je pouvais toujours travailler au vinyle aujourd'hui à la radio, je le ferais. J'ai beaucoup de vinyles. C'est-à-dire j'en ai acheté pendant des années. Je continue à en acheter puisque maintenant ça se refait. Finalement, j'avais pas tout à fait tort de garder ces vinyles. Mais c'est une vraie passion. C'est-à-dire que j'ai dit à ma famille qu'après moi, il fallait les garder. Voilà, ma question, c'est est-ce que votre épouse n'a jamais essayé de les jeter en cachette? Non, franchement, non. Elle respecte. Comment on trie, c'est... Ah ouais, vous triez. Il faut une grosse dispute. Ah oui, mais je les ai... Alors, surtout chez moi, quand j'étais chez mes parents, je les rangeais tous les 15 jours, je les changeais de place. C'était vraiment quelque chose d'assez... Olivier Balbino, obsessionnel. J'ai changé 20 fois de place. Et enfin, dernière question, est-ce que l'une de vos plus grandes réussites en tant que responsable des programmes d'RCFM, parce que ça fait 2 ans, vous arrivez à ce poste en 2016, ça a pris du temps, mais RCFM et Première Radio, où ça, à Ajaccio. Oui, et Première Radio partout et à Ajaccio. Encore, ça faisait quand même un petit moment. Oui, mais dans ces proportions, vous avez ramé quand même. Dans ces proportions, ça fait... Pour arriver à la première place. Vous arrivez, tac. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un score qui n'avait pas été aussi fort depuis 12 ans, pratiquement 10-12 ans, partout en Corse. Donc c'est très bien. Et puis Première Radio à Ajaccio, c'est encore magnifique parce que c'est une volonté aussi d'essayer d'appuyer où on avait quelques faiblesses. Peut-être grâce également aux animateurs. Grâce à vous, oui. Ajaxiens, je ne sais pas, qui sont passés par la station. Évidemment, ça en fait partie. Que les Ajaxiens puissent défendre leur radio ici, c'est important aussi. Merci Olivier Balbino. Je me tourne à présent vers nos esprits critiques. Marie-Ange Philippe, à votre écoute. Coûte que coûte, une émission parodique. Oui, alors moi j'ai toujours entendu dans mon enfance, mes parents, arrêtez pas de me répéter ça, la radio, il n'y a que ça de vrai. Parce que c'est vrai que en fait, le dispositif apparaît un peu plus honnête que le rapport à la facticité de l'image et l'impudeur de l'image. Et surtout de ça dont on va parler par l'émission À votre écoute, coûte que tout coûte, de médecins. Philippe et Margaret de Beaulieu prodiguent des conseils aux auditeurs en difficulté physique ou morale. Jusque-là, rien de bien original. Sauf que vous l'avez dit, il s'agit d'une fiction et donc d'une émission parodique diffusée en 2012 sur France Inter et jouée par les excellents Laurent Lafitte et Zabou Bretman. Alors la particularité, c'est que France Inter n'a jamais confirmé le style parodique de l'émission et a tenu le secret jusqu'au dernier épisode. D'où le succès. Voilà. Du coup, auditeurs choqués, interrogés, tweets lapidaires du genre « Adieu France Inter ». Et la radio est allée jusqu'à créer des fausses biographies des époux. Alors sur leur page, ça représente bien le ton de l'émission parce qu'en fait, ça mène des faits complètement banals qui pourraient être sérieux et des éléments qui paraissent complètement insensés. On apprend par exemple que Philippe intègre la faculté de médecine de Rennes, ce qui ne l'empêche pas de se marier avec Margaret l'année suivante et de faire baptiser leurs jumeaux Marie-Pierre et Pierre-Marie 2 ans plus tard. Margaret, elle, est spécialiste en phononutrition et échafaude les fondements de la géométropsychologie. Philippe et Margaret incarnent donc 2 médecins bourgeois, au discours impudique, moralisateurs, réactionnaires, vieille France, pétrie de bonne foi catholique qu'ils n'arrivent pas du tout à appliquer. Et au bout du fil, à chaque fois, un auditeur joué par un comédien en quête de réponse. Alors le titre de l'émission À votre écoute, coûte agit comme une touche d'ironie supplémentaire parce qu'en fait, ils n'écoutent réellement personne. Ils aboutissent à chaque fois à un dialogue de sourds. Ils étalent leur spécialité de manière totalement inconvenante et expriment leur mépris à tel point que le couple se fait raccrochonner régulièrement. Alors on va écouter un extrait d'une émission. Il s'agit d'aider quelqu'un qui est atteint d'obésité. On écoute. Alors comment vous percevez-vous de l'intérieur? Vous nous avez dit 150 par 150. Vous percevez-vous plus comme un cube ou comme une sphère, une boule? Je me sens plutôt rond. Connaissez-vous la géométropsychologie? Nous sommes tous une forme et vous, c'est la boule. L'angoisse, la boule au ventre, la boule au bide, mort, bide. D'ailleurs, on dit être ou ne pas être en forme. Eh oui. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous êtes disposé à vous laisser guérir, Olivier? Alors je vous laisse écouter sur Internet, les épisodes sont disponibles et les propositions de guérison absurdes. Et à tout cela s'ajoute un générique délicieux appuyant le côté conservateur et classique sur une musique ultra pompeuse de Vivaldi. Les voix mielleuses se posent et la promesse de l'émission
et délicieuse, un esprit sain dans un corps sain, anima sana in corpore sano, Marcel Philippe de Beaulieu, pour souligner un peu l'érudition des médecins, et dans une mécanique très bien huilée, destinée à montrer que leur couple est un modèle, ils se partagent le générique, l'esprit c'est elle, le corps c'est lui. Alors vous l'avez compris, ils ont poussé l'émission dite de conseil, enfin la parodie au maximum, discours creux, voix posée, faussement bienveillante, etc. Margaret a une posture de maîtresse d'école, et en fait, tous ces petits artifices sont là pour se donner la posture professionnelle dont ils font complètement défaut. Je conclue parce que je sens que... Ah non, c'est hyper intéressant, j'adore. M'a dit que vous êtes en forme de triangle et que vous êtes impatiente et que vous pouvez le crier dans le réel. Je vous vois bien avec votre stylo. Merci Marie-Ange. On s'est tous laissés piéger par cette émission. Hein. Moi perso, alors je suis une grande fan de radio, hein, RCFM, bien sûr en numéro 1, France Inter. Ah mais non, c'est RCFM et France Inter. Et je me suis laissée piéger. Des fois, voilà, des discours racistes, homophobes. Je dis non mais quand même, c'est moi qui ai mal compris. Mais voilà, surtout que les émissions précédentes jouaient le jeu du genre. Alors on retrouve nos deux médecins préférés. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Donc c'était très bien fait. Bon après, au bout d'un moment, ça a un petit peu fuité, mais ils ont quand même tenu le cap et je crois qu'ils ont gardé 8 mois l'émission. De janvier janvier ou février. C'est génial. La radio, vous connaissiez cette émission? Ça. Oui, mais la radio c'est génial pour ça. Mais eux ils sont complètement. Puis il faut être bon pour faire ça. C'est très bien écrit. Ouais. Mais c'est la magie de la radio. Est-ce qu'on peut imaginer un programme un petit peu de magagne mais à fond qui ressemblerait un peu à cette émission, à votre écoute, coûte que coûte? Moi je rêve de faire un programme qui soit là. On a commencé à faire des programmes un petit peu plus punchy et plus dans l'air du temps et avec de l'humour, mais c'est vrai que c'est un niveau qu'on ne peut malheureusement pas égaler. Quand je suis allé récemment à l'émission de Nagui, ils sont 20 à travailler autour de cette émission. Enfin, c'est pas possible que nous on puisse malheureusement réaliser ce genre de choses un jour, mais c'est un rêve, c'est un rêve d'essayer d'atteindre ce niveau. Mais on dit toujours que ce soit à la télévision ou à la radio, qu'avant on rigolait davantage. Est-ce que c'est vrai? Alors, vous qui êtes un vieux de la radio, entre guillemets, voilà, ça fait. Ah ouais. Vous êtes un grand professionnel, ça fait très longtemps que vous maîtrisez les codes de la radio. Moi j'y suis depuis donc un peu plus de 20 ans. Vous dites à l'antenne ou hors antenne? À l'antenne. Moi, je trouve qu'on passe des moments où on rit aussi à l'antenne. Alors, pas jamais assez, mais j'ai pas connu de moments j'ai pas connu ce qu'il y avait avant 96 à RCFM, c'est-à-dire Issa Pianton et toutes ces émissions qui étaient vraiment de grosses magagnes. Mais à l'époque aussi, il faut dire que ceux qui faisaient par exemple cette émission-là n'étaient absolument pas payés, c'est-à-dire qu'ils venaient. Ils étaient payés 1 heure pour travailler 1 semaine. Et c'était la magie de ce travail-là qui était un peu comme vous. Mais c'est ça qui était formidable. Ils venaient, il y avait Patricia Paul, Pierre Mar, Pierre Fondacci, Daniel Parigi. C'était une équipe formidable, mais c'était drôle, parce que j'ai réécouté des émissions, mais ça demandait un travail de dingue pour pas grand-chose, et aujourd'hui c'est compliqué de faire ce genre d'émission. Quels sont vos projets pour RCFM? Quel est votre dessin? Voilà, quand on est numéro 1, est-ce que finalement il n'y a pas moins de challenge? Ouais. Ouais, hein. On a un peu. Non, ce qui est super, c'est d'essayer de le rester, mais surtout de faire plaisir au public. On peut être numéro 2 et faire plaisir au public aussi, parce que tout le monde nous dit oui, vous êtes service public, délégation de service public. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer des choses, de créer des émissions, et quand vous croisez les gens dans la rue, vous dites j'écoute ça, c'est super. C'est ça l'intérêt, c'est que les gens soient contents de ce qu'on leur propose. Après, numéro 1, c'est anecdotique, c'est évidemment qu'on a envie de l'être, parce qu'on a tous notre ego et on se dit il faut qu'on soit les premiers. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est des belles émissions. Mais ça permet aussi, pardon Davien, je me permets... Allez-y, vous avez le droit d'exister maintenant. Merci. Ça vous permet peut-être d'avoir cette place, d'avoir des moyens financiers aussi. Non, alors là, ça ne change rien. Ouais. Ok. Ouais. Merci pour votre question, Marie-Ange. C'est vrai que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs ce que je vais demander à Radio France. Okay. Merci Marie-Ange. Nous retrouvons tout de suite Didier de Giordano. Alors, vous avez décidé d'évoquer ce soir les grands moments à la radio. Oui, bon, vous imaginez bien que j'ai fait une petite sélection. Oui, évidemment, puisque vous n'avez très peu de temps, 2 minutes. Ah ben c'est parfait, allez on attaque, merde, la pression là elle est super. Donc on va attaquer de suite par le général de Gaulle. Allez. Hein, donc à l'époque animateur de la BBC pendant la guerre, il a fait donc plus de 67 apparitions radiophoniques, dont le fameux 18 juin, là je vous ai libéré, tout ça.
Donc, apparition radiophonique. Notez cette expression, je pense qu'on peut la déposer. On peut la déposer, apparition radiophonique. Merci Didier. Oui, vocalement. Voilà. Donc, vu que je dois couper ma chronique, je vais poser la question directement. Non, mais j'ai bien compris la censure où elle se plaçait. Olivier, est-ce que vous pensez que maintenant, un président peut faire exactement la même chose qu'a fait De Gaulle, c'est-à-dire partir et parler juste à la radio pour essayer de... Je pense que ça ne peut plus arriver aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît dans les réseaux sociaux. Il préférera les réseaux sociaux, il préférera la télé, forcément. Il choisira Facebook. Voilà. Il choisira sans doute le Facebook, surtout le président. Ou Snapchat avec un filtre, filtre chat. Oui, non, c'est beau. Aujourd'hui, la radio avait une dimension qu'elle n'a plus aujourd'hui. L'écoute radio aujourd'hui a bien diminué et les auditeurs sont moins nombreux qu'ils ne l'étaient à l'époque. Merci. Je peux le deuxième ? Oui. Alors, on passe à Orson Welles, donc grand réalisateur, grand comédien, un animateur radio qui avait fait son bouquin, donc La Guerre des Mondes, et qui a fait le plus gros canular, incroyable. Il a adapté de manière radiophonique son livre. Et donc, il a créé, donc c'est simple, hein, les extraterrestres débarquent et ça fait sur Terre, et ça fout le bordel. Donc, les auditeurs, pensant que c'était vrai, là, grosse panique. C'est juste incroyable. Il dira un peu plus tard que c'est un canular parce que sinon tout le monde se suicidait. Donc du coup, pas beaucoup de temps, je reviens vers vous de suite. Allez-y. Non, revenez pas vers moi, c'est pas grave. Oui, non, mais vos invités vont bien qu'à un moment donné, on fasse parler. Est-ce que si vous, à la radio, vous avez envie de créer un canular, vous feriez lequel ? Alors moi, je sais pas. On ferait déjà faire un canular à la radio, c'est très compliqué et il faut être très vif pour essayer de. Alors chez nous, ça a existé. Alors, lequel, je sais pas. En fait, j'ai pas d'idée comme ça du canular que je ferais, mais je pense que je mettrais les politiques dans la boucle pour vraiment que ça soit un gros canular. Vous imaginez bien que nous, on ne va pas le faire parce qu'il vous a dit qu'il faut être vif. c'est pas notre fort. Donc après, on passe à Good Morning Vietnam. Là, c'est pas un moment radio, c'est un film sur la radio. Donc c'est avec Robin Williams. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Il récupère la radio des troupes. Et là, il change complètement. Tout ce qu'il passe, il met que des playlists rock, donc les Stones, machin, tout ça. Il a un ton très incisif. Il parle mal. Il dit des vérités, surtout sur la politique, sur ce qu'il voit autour de lui et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées pendant cette guerre. Et donc, et là, il est très supporté par toute la troupe, toute la guerre. Je dis n'importe quoi, là, on se fout. C'est bien pour ça qu'on ne fera pas de canular, parce que vous avez compris qu'on n'est pas vif. Justement, ça peut marcher, avec cet esprit-là, ouais. D'être bête, oui, merci. Donc, est-ce que du coup, pour vous pensez on est obligé de se mettre une limite quand on rapporte des faits, justement, par rapport à la guerre, quand on a connu les attentats et tout ça, pour essayer de ne pas choquer, ou alors, du coup, il vaut mieux foncer, dire vraiment ce qu'on voit, pour étaler vraiment la vérité, pour éviter les fake news et tout ça. Mettre un filtre peut-être, adoucir. Alors là, c'est le métier, c'est plus le métier qui n'est pas le mien, c'est le métier de journaliste. Et aujourd'hui, c'est vraiment à Radio France comme ailleurs, dans d'autres grandes maisons, c'est très le métier de journaliste aujourd'hui, il est très contrôlé quand même. Hein. Les infos sont vérifiées plusieurs fois. C'est rare quand il y a quelque chose qui sort volontairement. Après, il y a des choses qui peuvent sortir et que ça soit pour faire réagir l'opinion. Mais je pense que les erreurs et les fakes sont de moins en moins nombreux dans les maisons sérieuses aujourd'hui. Après, sur Internet, il peut arriver, par contre, pas mal de petites choses comme ça, des fake news pour... Et là, du coup, par exemple, excusez-moi, je me prends pour Marie-Ange qui se prend pour vous. Est-ce que du coup, quand il y a vraiment une guerre et qu'un journaliste est sur place, est-ce qu'il doit justement filtrer sur... Merci Didier pour votre question. Je suis filtré. Ouais, non, je sais, peut-être. Ouais, non, il doit pas filtrer, il doit dire ce qui se passe en tout cas et ce qu'il voit. Ça, c'est évident. Après, ça dépend du journaliste. C'est pareil, c'est une question de. Oui, mais après, c'est éthique journalistique. Alors peut-être qu'elle est... La technique journalistique, c'est de dire ce qu'il voit et de dire la vérité. Après, comment la dire, et c'est aussi le talent, parce que les journalistes aujourd'hui ont des journalistes de talent en règle générale qui font ressortir les bonnes infos. Alors, merci Olivier. Nous la retrouvons. Inès Moratti, vous nous parlez d'un bouquin ce soir. Grand public, hein? Oui, comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Voilà, je vois pas. Bruce Oud. C'est ça. On va parler de Bruce Oud et Olivier. Excusez-moi, Olivier, j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Peut-être. Non, ça vous dit rien? On serait souvenu quand même. Non, je suis pas du tout en train de vous brancher à base de phrases lourdes, sauf si ça marche. Bref, vous certifiez au public qu'on ne s'est jamais rencontrés avant ce soir.
Ouais. Ok, donc on va faire un numéro d'hypnose. Ah, super. Vous n'êtes même pas choqué, donc personne m'arrête. Ok. Non, Olivier, si vous ne me connaissez pas, moi en revanche, je vous connais. Et mieux même, je connais tous vos sombres petits secrets. En fait, je suis allée faire mes recherches sur le Darknet. Oui, Dave, c'était le premier résultat Google. Un peu de panache. Non, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que vous étiez à la tête de 2 comptes Twitter, à savoir Balbino Olivier et Olivier Balbino. Parce que je ne sais pas m'en servir. Alors, quelles sont les conclusions? Il y a une chronique. Et voilà. S'il vous plaît. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Conclusion. Niveau couverture, on va se l'avouer, c'est pas top. Ensuite, je me suis dit, 2 comptes Twitter, certes, mais êtes-vous également à la tête de 2 personnalités bien distinctes? Est-ce que pour une fois, on allait recevoir sur le plateau un invité qui va plus loin que moi dans la schizophrénie? Ça m'aurait aidé. Mais aussi, autre question, est-ce qu'on est dans un délire à la split? Êtes-vous Mr. Night Shyamalan? Et enfin, je me suis demandé, comment le cerveau social crée-t-il donc l'identité? C'est là où elle voulait en venir. Oui. Toutes les réponses à ces questions, à peu près, je les ai donc trouvées dans le livre de Bruce Wood, Self-Illusion. Et alors, là, Bruce commence par un exemple, mise en situation. Vous vous réveillez le matin pour aller au travail, et là, je vais vous demander de vous concentrer sur un moment très précis. On fait vraiment le numéro d'hypnose, en fait. Allez-y. Vous vous réveillez, il se passe quoi? J'ai faim. Non. Avant ça, il y a cette demi-seconde, bénie pour ma part, vous ne savez pas qui vous êtes. On est d'accord? Il n'y a pas que Bruce et moi. Si ça vous le fait pas. Ah ouais. Ah oui, moi, et cet tout le instant. temps. Ah, d'accord. Merci. Un point commun. Oui. Ah, ok. Vous avez mentionné sa femme tout à l'heure et ça me fait bouger beaucoup de choses dans ma chronique, donc c'est dans le diplomatique. Ça veut dire que votre cerveau n'a pas reconstruit l'illusion. Alors quand je dis illusion, je ne veux pas dire qu'en fait vous n'existez pas. Hein. Les plot twists, je les laisse à Mr. Night Shyamalan, ici présent ce soir, bonsoir. Non, l'illusion tient au fait que chaque jour, notre cerveau fait son propre storytelling. Alors, comment ça marche? Alors je sais que là, il y a une grosse vibe génie dans C'est pas sorcier. D'ailleurs, je voulais demander pour mes chroniques, on peut pas avoir un camion? Un van? Ouais, bien sûr. Alors, voilà comment ça marche. Quand on était petits, on avait tous un copain un peu mytho qui disait un jour j'ai pris un pédalo à Sagone et je me suis retrouvée en Italie. On se disait, le type s'invente une vie. Non, le truc c'est qu'on s'invente tous une vie. Il se trouve que la mémoire, c'est un concept très élastique. Elle est extrêmement vulnérable aux distorsions. Du coup, on adapte l'histoire de notre vie à ce que nous... Écoutez, voilà, ce que nous voulons qu'elle soit. Nous revisitons constamment les faits. On fait 2-3 updates. On altère en fait les événements pour que ça corresponde avec ce que nous pensons que nous sommes en ce moment. La cohésion que nous donnons à nos souvenirs est en fait artificielle. Le but, c'est de créer un soi positif. C'est l'ego totalitaire de Greenwald. Mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Non, si, je vais vous embêter carrément en fait. Parce que la philosophe américaine Amélie Rorty résume très bien ces narrations de l'identité. J'ai bientôt fini. Elle nous dit les êtres humains, c'est simplement des espèces d'organismes qui modifient leur structure en fonction de leur conception d'eux-mêmes. Du coup, Olivier, conclusion, je ne sais pas qui vous êtes. Déjà. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui je suis. Merci Inès Morat. Voilà, non mais c'est ça, j'allais me faire une crise existentielle de toute façon, encore une autre. Marie-Ange Philippe, nous vous retrouvons. On se parle pas du coup. Oui. Non, hein. C'est dommage. On fait Après, on demandera à Olivier s'il a déjà pris un pédalo à Sagone et pour atterrir en moi, je suis Italie. complètement mytho. Je suis sûr que je l'ai fait. Hein. Mais il a dit que on s'était rencontrés. Oui, c'était là. C'est là avec Inès derrière. Et Marie-Ange qui ramait, qui nageait derrière. Elle est là avec un masque. C'est à vous, nous allons dans votre cerveau, Marie-Ange Philippe. Je vous le prépare. Oui, allez-y. Je vais vous parler, parce que je vais vous parler de voix parce que c'est le matériau de voix. De voix, d'accord. Mais de voix et de voix, mais ça ne s'écrit pas pareil, comme je dirais. Parce que c'est le matériau premier de la radio et chronique sérieuse pour une fois dans le cerveau. Mais je vais commencer par un fun fact. Dans les années 20, alors je vous assure, je suis plus trop sur la date, je sais plus c'est 20 ou 30, on a fait une expérience scientifique et on a voulu voir ce que donnaient des enfants privés de voix. Donc on a isolé une dizaine d'enfants entre leur naissance et 4 ans, on les a privés de son et de voix. C'est sympa la chronique ce soir. Résultat, ils sont tous morts entre 8 et 10 ans. Ouais. Rigolez. Non, alors fun fact dédié à Inès qui est en cette période de Noël fan d'histoires sordides. Revenons à la voix, tout ça pour montrer que la voix est la vitalité. Alors qu'elle soit grave, sensuelle, aiguë, il y a autant de voix que d'êtres humains, chronique stupide. Elle nous dévoile, elle nous traduit. Elle dévoile nos émotions, nos contradictions, c'est un témoin de nos humeurs, etc., nos envies, nos désirs. Un reflet de notre âme. C'est ça.
Elle peut être un double, la fameuse voix dans nos têtes, comment va Patricia, et elle peut agir comme un guide ou comme un élément perturbateur, comment va votre oreillette. Mais ce n'est pas notre voix dont on va parler, mais de la voix des autres, la voix radiophonique avec Gaston Bachelard, qui est un philosophe dont je vous invite à écouter le timbre qui est particulier et tremblotant, c'est dispo sur l'INA, qui fait de la radio un média presque psychédélique. Il dit que la radio nous invite au rêve, est un moyen d'accès à l'inconscient. Pourquoi ? Parce qu'on se laisse porter par la musicalité des mots et contrairement à l'image par laquelle se fixe la conscience, le son est en fait le moyen de faire communier les inconscients. Alors 10 secondes, ma chronique faisait 3 minutes 30. Du coup, qu'est-ce que je vous dis ? Écoutez Gaston Bachelard. Non, vraiment Gaston Bachelard. Sur l'INA, et vous une allez voix vraiment la suite de ma chronique et une voix encore plus théâtrale, enfin plus théâtrale et mieux que la mienne. Merci Marie-Ange. Est-ce que pour vous c'est important la voix ? Est-ce que lorsque vous recrutez, vous embauchez de nouveaux animateurs, est-ce que la voix, ou pas forcément ensuite, ça va être sur le contenu, sur ce que l'animateur va raconter. À Radio France, on a des stages sur la voix, justement, comment poser sa voix. On fait presque de la comédie aussi. Hein. Moi, j'ai fait ce stage. Moi, j'ai fait ce stage à Radio France. Merci infiniment, Olivier Balbino, d'avoir accepté cette invitation. Responsable des programmes RCFM, première radio de Corse. Bonne chance et bonne continuation à vous et à votre radio. Merci à mes chroniqueurs. Je suis possessive ce soir. Il y avait Inès Moratti, Marie-Ange Philippe et Didier de Giordano. Bonsoir à tutti. Bonsoir à Mélange, le bilinguisme. Bon hasard à tutti. Et après, c'est tout le monde à France 3 Corse, c'est Gavia Stil.